Alors, bonsoir tout le monde à cette réunion régulière de la MRC Bonaventure. La dernière de l'année 2017. La dernière pour celui qui vous parle après 37 ans. Alors, on va essayer de demeurer serein durant toute la réunion. Mais tantôt, j'aurai l'occasion de dire un petit mot avant la période d'élection. Avant d'aller à l'ordre du jour, au bénéfice de tout le monde, j'aimerais bien que les gens s'identifient autour de la table, même s'il y a eu quelques poignées de main d'échanger. En commençant à l'extrême de bas par M. François. Oui, bonjour. François Bugeaud, je suis agent de développement économique à la MRC. Isabelle Bourque, conseillère aux entreprises à la MRC. C'est quoi qui m'a choisi? Oui. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mélissa Bélanger. Je suis agente de développement. Je m'occupe des dossiers de développement social et la gestion du Fonds de développement des territoires à la MRC. Alors, Lynne Fortin, adjointe administrative. Gaétan Boudreau, maire Cascabélia-Saint-Jules. Marie-Louis Bourdage, nouveau maire de Saint-Nazaire. Bonsoir tout le monde. Steve Shelton, la maire de Nicolai. Marc Audette, maire de Bonaventure. Gérard Paulier, maire de Saint-Alphonse. Sylvie Chouinard, secrétaire réceptionniste à la MRC. Lise Castillo, maire Caplan. Anne-Marie Flowers, directrice générale à la MRC. Andy Poirier. Éric Dubé, maire de New Richmond. Bonsoir, Gaétan Belair, aménagiste à MRC. Hazel Mouita, maire d'Eau. Denis Gauthier, maire de Saint-Siméon. Linda McCording, maire d'Oaktown. Bonsoir, Colette Daure, mairesse de Chigawak. Bonsoir, Jonathan Grenier, maire de Saint-Godefroy. Bonsoir à tous, je suis Jean-Bastien, maire de Passe-Pébiac. David Thibault, service incendie pour la MRC de Bonaventure. Bonsoir tout le monde, Danny Voyer, géomaticien, aménagiste adjoint à la MRC. Bonsoir, Christian Grenier, technicien forestier pour la MRC, évidemment. Alors, pour ma part, je souhaite la bienvenue aux nouveaux maires qui ont été élus dernièrement, c'est tout frais. Et aussi, félicitations aux maires qui ont été réélus. Et j'ai pas de parti pris, là. Mais par contre, c'est encore plus dur, ou bien c'est peut-être, ça mérite pas plus de félicitations, mais le constat fait que les maires qui ont été réélus, c'est à partir du travail qu'ils ont fait depuis qu'ils étaient là. Et ça veut dire qu'ils ont été jugés que le travail a été bien fait. Et je ne doute pas du tout que les nouveaux qui ont été élus, dans 4 ans, ils vont avoir probablement la même chose, c'est que ils vont être jugés sur le travail qu'ils ont effectué durant 4 ans. Et je ne doute pas du tout de leurs compétences parce que je les connais pas mal toute la gang. Je ne les ai pas connus à la même place, mais je les connais quand même. Alors, ceci dit, on va passer immédiatement à l'ordre du jour. Item 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 4, adoption des comptes à payer. 5, correspondance. Tourisme et des chaleurs. 6, adoption des prévisions budgétaires 2018 de la MRC du TNO. 7, avis de règlement permettant d'établir la répartition des codes parts pour 2018. 8, avis de motion ayant pour objet de fixer le taux de taxes foncières et autres tarifications applicables sur le territoire non organisé de la MRC. 9, développement des collectivités. 10, matières résiduelles. 11, aménagement du territoire. 12, forêt. 13, sécurité incendie. 14, dépôt de la liste des personnes endettées pour vendre dans le territoire de TNO, de la MRC. 15, modification des effets bancaires et autres documents officiels. 16, à autre point, il y a eu, ça a été inscrit à l'ordre du jour, revenir sur une réunion qui a eu lieu l'autre semaine au niveau de la CPTAQ et l'UPA. Il était aussi présent. Item 17, période de questions ou commentaires. Ça va aussi les hydrocarbures qu'on avait. Ça va aller, OK. OK. 17, période de questions ou commentaires de la part du public. 18, information au maire au niveau du comité de la MRC Bonaventure. 19, élection à la préfecture, préfet suppléant et membres du comité administratif. 20, assermentation du préfet et du préfet suppléant. À l'item 21, la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des maires qui ont d'autres points à ajouter, malgré qu'on peut adopter l'ordre du jour avec varié ouvert ou autre point ouvert? Je le propose avec le varié ouvert.
Alors, comme vous remarquez, la période d'élection est à la fin de tout. Alors, après les élections, l'Assemblée va être à peu près terminée. Il n'y aura plus d'autres systèmes à l'ordre du jour. Voilà. Alors, on y va immédiatement avec l'adoption des procès-verbaux. Pour les nouveaux, la même chose. Vous recevez toujours un document comme celui-là, avant la MRC. Alors, les procès-verbaux, je dis toujours la même phrase et je ne la dirai plus. Est-ce que vous n'avez pris connaissance? Avez-vous des commentaires, des correctifs ou des ajouts à faire au procès-verbal comme tel? Sinon, proposeur. M. Rapodette propose. À l'item 4, adoption des comptes à payer, dont vous avez reçu une liste, c'est toujours la même chose. Les comptes ont été payés à partir des enveloppes budgétaires à laquelle il a été budgétisé. Et à n'importe quelle période, comme vous l'avez vu tantôt, on a travaillé sur le budget. Alors, les argents, les comptes à payer proviennent de ces postes budgétaires-là. Il faut que ça soit fait. Si tout, je pourrais dire une déviation, mais toute chose qui ne serait pas correcte à ça, la directrice générale vous ramènera à l'ordre pour ceux qui le savent. C'est assez vite fait de sa part habituellement. Il faut que ça respecte vraiment les enveloppes qui ont été budgétisées. Il faut que les argents soient là aussi. À n'importe quelle période, quand vous regardez ça, vous pouvez toujours appeler un merci pour poser des questions. Proposeur pour les comptes. M. Wetton. Il n'y avait pas de commentaire? Bravo. Excusez-moi. À l'item 5, correspondance. Okay. Dans les correspondances reçues, on avait reçu une lettre de M. Martin Coiteux, c'est le ministre des Affaires municipales, au niveau de la connaissance des priorités régionales. Vous avez reçu une copie de cette lettre-là. On nous dit qu'on avait adopté ni plus ni moins les priorités régionales. La phrase habituelle au niveau des ministères, j'ai pris bonne note. Moi, depuis que je suis maire, si je retourne à monter les notes qu'ils m'ont envoyées, je n'en restais plus barré. En fait, quand on dit que tout est correct, j'espère qu'on va bien travailler avec ça, comme tel. La lettre numéro 2, une lettre de M. Michel Girnet adressée à Mme Anne-Marie Flower. Au niveau d'une aide financière pour un colloque de développement, on va avoir un colloque de développement dans la MRC Bonaventure en 2018 sur le développement de l'industrie forestière. Et nous autres, au niveau du phare, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, on avait demandé un montant d'argent pour contribuer à faire ce colloque-là. Et on a reçu on va avoir 4 445 $. C'est ce que M. Girnet, le directeur régional des affaires municipales, nous confirme. Lettre numéro 3, une lettre en provenance de M. Marc Croteau, sous-ministre, adressée au préfet. Au niveau d'un règlement, on nous dit que le règlement respecte les orientations gouvernementales. Lettre numéro 4, c'est ça, 4, la même chose. Encore une lettre comme quoi est-ce que ça respecte ce bout-là. Lettre numéro 5, lettre numéro 5. Encore une fois, c'est une lettre en provenance du ministre Martin Coiteux, qui nous dit que dans le cadre du FDT, le Fonds de développement des territoires, il va passer de 100 millions à 105 millions en 2018, et ensuite à 115 millions en 2019. Alors, on nous dit, j'ai donc le plaisir de vous informer que la MRC Bonaventure bénéficiera d'un montant additionnel de 53 000 $ pour 2018, pour un montant total de 1 297 329. C'est le montant d'argent qu'on va avoir au niveau du FDT.
Vous savez, dans le FDT, il y a des argents qui sont puisés là-dessus, que vous avez vu tantôt dans le budget, pour le fonctionnement, puis ensuite, la balance est placée pour du développement régional. Lettre numéro 6, c'est une lettre en provenance d'Altus d'Orion, la firme d'évaluation. Au niveau ni plus ni moins d'un commentaire qu'on a fait, on trouvait qu'il y avait des retards là, au niveau des mises à jour, etc. Alors, vous avez aussi la lettre. Permettez-moi de ne pas vous lire au complet. Là. Vous n'avez qu'à en prendre connaissance. Et ensuite, à la lettre numéro 7, un compte rendu de la réunion du 29 mai 2017 relative à la réunion de la table des préfets élargie. Voilà pour la correspondance. Tourisme de chaleur, ça vient rendu là. Bon, Oui. La MRC avait participé financièrement à Tourisme des Chaleurs, une quote-part. C'est que Tourisme des Chaleurs demandait que chaque municipalité mette un montant additionnel. Il y a quelques mois de ça, la MRC a décidé de mettre le montant elle-même, sauf qu'on n'avait jamais passé de résolution à cet effet. Le montant qui devait être mis, c'était 8 860 $ qui correspondait, je pense, à 50 sous par tête de pied. Alors, ce soir, ça prendrait une résolution pour m'autoriser à remettre ce chèque de 8 860 $ et 50 à Tourisme des Chaleurs. C'est la MRC qui va payer ce montant-là pour les municipalités locales. Je propose. Tel qu'expliqué à la réunion de travail. Monsieur Victor. Question? Oui. Est-ce que c'est seulement pour 2017 ou c'est pour l'année 2018? Ou C'est juste pour 2018. 18 ou 17? 17. OK. Donc, il va y avoir une même demande pour 2018? Ben là, c'est parce qu'ils vont commencer à travailler. Là, il va falloir justement que quelqu'un soit sur un comité. Là, ils mettent ça en place. Là. Il va falloir que leur demande, si la demande il y a, soit étudiée de nouveau. Parce qu'on est les deux MRC. Oui, je MRC comprends. d'Avignon aussi. Oui, ouais. Merci. Tu as pas pensé à quelque chose? Juste une petite question de précision concernant le tourisme des chaleurs. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a été formé. Ils ont choisi une ressource. Là, on donne de l'aide financière, puis ils vont nous demander d'être présents sur le conseil d'administration? Oui. Ah, OK, parfait. Puis si je peux en rajouter, les deux MRC ensemble, on va avoir mis 55 000 $ pour relancer cet organisme parce qu'on est la seule région en Gaspésie qui avait plus d'organismes à notre niveau pour justement promouvoir les intérêts touristiques. On sait que autant la Matanie, la Côte de Gaspé, Rocher-Percé et la Haute-Gaspésie ont des organismes en place. Bonaventure et Avignon, on n'avait plus rien depuis presque un an et demi, 2 ans. Ça fait que là, le monde municipal, on s'est pris en main en disant, parce que bien souvent, ces organismes-là sont souvent à la recherche de sous, de financement, pour eux permettre, on a dit, bien, regarde, la première année, on va être présent. Puis là, à cette heure, ça va être au milieu à se mobiliser. Les intervenants touristiques, il y a eu une conférence de presse, ils ont engagé un nouveau coordonnateur, je ne sais pas c'est quoi son titre exact. Fait que c'est intéressant, mais ils vont nous revenir avec des propositions sur c'est quoi qu'ils veulent mettre en place. Bon, j'ai justement un petit mot, si vous me permettez, là, que j'ai reçu de Ronald Cormier, qui disait nous informer que Tourisme des Chaleurs a procédé à l'embauche d'une ressource qui rentrera en poste dans les prochains jours. J'ai reçu ça à la fin d'octobre, M. Alexandre Courtemanche. Puis l'un des premiers mandats de M. Courtemanche sera travaillé à la mise en place d'une structure de gouvernance renouvelée telle que recommandée dans le plan stratégique de développement réalisé en octobre 2016. La MRC Bonaventure sera invitée à déléguer un représentant sur le conseil d'administration. D'ailleurs, je l'ai indiqué au niveau des comités. Alors, on devrait avoir... Félicitations, M. M. Boyer. Oui. Cet organisme-là, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Dans le temps, au début des années 2000, ça existait, je crois. Cet organisme-là, elle est financée de quelle façon? C'est tout avec des subventions ou puis avec les municipalités puis les MRC? Parce que je sais qu'à un moment donné, ils ont connu certaines difficultés. Là, puis là, il y en a, comme que M. Dubé mentionnait, ça a été comme tranquille pendant 1 an et demi.
Je me posais la question si c'est toujours de cette façon-là que c'est fait ou... Monsieur Boy, Oui, oui. c'est un peu les CLD qui avaient mis en place ça à partir des clubs des plus élevés. Puis là, ben, il avait identifié les 4 municipalités principales pour, autrement dit, servir de financement. Mais à un moment donné, la situation financière était tellement mauvaise qu'ils se sont quasiment dissous. Puis là, ben, il essaie de repartir, un peu comme M. Dubé vient d'expliquer, pour donner à la région un organisme de cette ampleur-là. Mais au début, il faut vous rappeler qu'il y avait seulement 4 municipalités qui participaient au tourisme et des chaleurs. Carleton, New Richmond, Bonaventure et Passe-Rivière. C'est ça. Le début des années 2000. Oui. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui aident, qui subventionnent à part que les MRC et les municipalités? C'est la question un peu que je me pose, parce que... La Chambre de commerce a participé à un bout de temps. Chambre de commerce, un bout de temps, mais est-ce qu'elle participe aujourd'hui? Madame Beau, information supplémentaire. Je me rappelle d'avoir vu le budget là, dernièrement. Ils sont en train de refaire une nouvelle formule de financement pour l'organisme. Historiquement, ça a été beaucoup les municipalités qui ont investi de l'argent. Puis une partie venait... Tourisme et des chaleurs s'est reformulé plusieurs fois là, de suite et a essayé de se réinventer. Puis les derniers budgets, comment ça fonctionnait, c'était les municipalités qui mettaient de l'argent principalement. Puis ils ont essayé de lever du membership. Ça a plus ou moins fonctionné, bon, pas autant qu'il était espéré. Présentement, le budget tel qu'il est prévu, il y a une partie en membership, puis il y a une partie des MRC, puis il y a une partie du financement qui va venir du milieu par des actions de communication, puis une partie par l'ATR qui va venir financer avec des crédits marketing une partie de ces montants-là. Fait qu'une entreprise qui voudrait faire des actions de marketing en financerait une partie. Puis le tourisme des chaleurs en financerait une autre partie. Je pose des questions, c'est pas parce que je ne dois pas. Je dois, mais je veux être quand même informé. Puis dans le sens que les organismes de ce genre-là, c'est important, mais il faut à un moment donné qu'ils s'assurent du financement. Oui, on peut le supporter, mais il faut qu'il y ait d'autres supports. C'est pour ça que je pose la question pour un petit peu plus avoir de détails. Merci, Mme Bourg. On a aussi l'ATR à Gaspésie. Accepté, le tourisme des chaleurs, c'est comme un service beaucoup plus personnalisé, si vous me permettez de dire ça. C'est beaucoup plus proche là, c'est tout à la terre. Merci. Alors, on est rendu à l'item 6, l'adoption des prévisions budgétaires 2018. Alors, les prévisions ont été vérifiées, c'est-à-dire étudiées et expliquées au maire. Alors, ce soir, les prévisions budgétaires de la MRC Bonaventure s'élèvent à 3 325 244 $. Je vous ferai remarquer aussi que les quotes-parts que les municipalités paient à la MRC Bonaventure s'élèvent à 30 000 $ pour toutes les municipalités. Et ça n'a pas été augmenté depuis 15 ou 17 ans, dans la plupart du temps, ça fait longtemps. Ni plus ni moins, les quotes-parts ont été gelés parce qu'on a du surplus et à chaque année, quand on a besoin d'une coupe de 1 000 $, on va chercher dans le surplus qui, au moment où je vous parle, se situe comme suit. Après appropriation des argents qu'on a mis dans le budget, on a un surplus budgétaire de 303 854 $. On a un fonds de roulement de 85 000 $. Au niveau de la forêt, on a un montant, je parle des disponibilités, là, 9 915 $. Dans le fonds forestier, 1 785 $. Et dans le surplus du TNO, 26 139 $. Alors, vous voyez que la situation financière de la MRC Bonaventure est excellente. Et je suis heureux de me retirer avec une situation financière aussi agréable que ça. C'est pas moi tout seul qui a fait ça. À ma gauche ici, je peux vous dire qu'Anne-Marie Flower, comme directrice générale, il a participé beaucoup de par la façon qu'elle administre. Et aussi les maires de la MRC Bonaventure qui siègent sur plusieurs comités, et même ici, au niveau des décisions qu'on prend pour ne pas pénaliser les municipalités au niveau fiscal. C'était un petit commentaire que je voulais apporter. Là. En fait, quand on met la main à la porte de tout le monde, et vous avez vu dans les réunions de travail, déjà on commence à parler de budget parce qu'il va se passer à l'avenir. C'est de l'argent, mais aujourd'hui, 100 000 $, ça veut tout dépenser. Quand tu ne dépenses pas à la bonne place. Alors, le budget, vous avez plus ou moins été expliqué, été présenté. À ce moment ici, on a remis aux journalistes, ni plus ni moins, un sommaire du budget comme tel.
et je pense aux gens de la salle ici, ça prendrait un proposeur pour l'adoption du budget. Je vais proposer. On a aussi l'adoption d'un avis de motion pour adopter dans la prochaine réunion la répartition des codes-parts. Ça prend un règlement pour ça. C'est pour ça qu'il faut passer un avis de motion ce soir pour adopter les codes-parts de la MRC Bonaventure pour l'année 2018. Par contre, c'est les codes-parts que vous expliquez, le 30 000 M. Rocodette propose. Donne avis de motion. Propose l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Je ne veux pas vous estimer, M. le Préfet, mais je donne l'avis de motion. On pourrait dire journée, une demi-heure pour avoir à l'item 8, un avis. Non, on vient de passer. On a un autre pour fixer le taux de taxe foncière et autres tarifications applicables sur le territoire non organisé de la MRC Bonaventure pour l'exercice financier 2018. Qui donne l'avis de motion? On peut dire que le taux de taxe va être... Faites-moi pas fâcher avant que je m'en aille. On n'a pas fini encore. Ça fait 40 ans que j'en prends, je suis capable d'en prendre pour la balance de soirée. À l'item 9, développement des collectivités. On commence avec Mme Bouc. Oui, bonsoir tout le monde. Vous avez reçu par courriel 3 petits documents, un plan d'action pour le comité d'investissement, la gestion de portefeuille, puis la politique de soutien aux entreprises, avec un résumé des investissements du comité d'investissement. On a eu un comité d'investissement le 15 novembre. Le comité a approuvé un plan d'action pour la gestion du portefeuille. C'est un plan d'action qui est composé principalement d'objectifs d'investissement et d'objectifs de rentabilité pour les fonds. Et un plan d'action qui vient vient apporter des modifications à la politique de soutien aux entreprises. C'est une révision qu'on fait annuellement à notre politique. Donc, c'est une mise à jour de la politique d'investissement. Ce que j'aurais besoin de votre part, c'est une adoption du document de politique de soutien aux entreprises avec ces modifications. Puis, si vous avez des questions, là, allez-y. Monsieur, oui, en fait, la question, c'est... Voulez-vous peut-être, Lucille, nous demande ça, parce qu'il n'y a pas des micros pour tout le monde. Je vais essayer à parler de fort, s'il vous plaît. Je suis capable de faire ça. Donc, merci, M. le Préfet. La question est la suivante. Moi, je n'ai pas vu ce document-là passer. Et là, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui n'ont pas vu le document, mais... Il est envoyé en troisième partie. En troisième partie. On avait 3 parties, puis il est envoyé... OK. Les autres ont eu. Mais j'ai mon cellulaire que je peux regarder. Donc, en attendant, je vais laisser les autres regarder avant d'avoir une proposition. Comme le document est assez épais, c'est la politique... Comme le document est assez épais, c'est la politique d'investissement. Je ne peux pas passer toutes les modifications avec vous là, ce soir. On n'a pas le loisir de pouvoir faire ça. Mais je peux répondre à vos questions si vous en avez. Et je fais remarquer pour le bénéfice des maires que ça a déjà été adopté par le comité et le comité est décisionnel. Moi, j'ai juste une question de comprendre un peu les motifs qui vous ont poussé à faire des modifications. C'était des questions d'ajustement, des nouvelles demandes, c'est quoi? Oui, à chaque année, on révise la politique d'investissement, entre autres les secteurs prioritaires, non prioritaires, les exclusions. Cette année, on a fait de façon plus formelle un plan d'action pour la gestion de portefeuille avec des objectifs de rentabilité des fonds, puis des objectifs en termes d'investissement. Ça vient moduler un peu les modifications à la politique d'investissement et des services. OK, donc, est-ce que vous êtes venu plus contraindre ou plus ouvrir vos différents programmes, c'est principalement?
On n'est pas venu contraindre, on est venu moduler certains aspects, entre autres des taux d'intérêt, des éléments plus financiers pour atteindre des objectifs de rentabilité. Puis au cours des dernières années, on a vu une diminution quand même au niveau des démarrages. Fait qu'on a ouvert un peu plus, on offre certaines décisions qu'on a prises pour favoriser aussi les démarrages. Parce qu'on fait du démarrage, de l'expansion et du rachat. L'année passée, là, 70% des investissements étaient en acquisition et expansion d'entreprise. C'est quand même énorme. On a quand même une mission de création d'entreprise. On veut pouvoir être un peu plus aidant au démarrage. Fait que ça fait partie, là, il y a quand même plusieurs éléments dans le plan d'action. Je ne peux pas tous vous les donner là, mais je suis ouverte à en discuter avec vous après la réunion aussi. De toute façon, le document a été envoyé. Il y a différentes choses qui ont été mises à jour. Là-dedans, un exemple, donner 3 quarts, le coût pour ouvrir un dossier, etc., différentes choses de même. Mais moi, je pense que ça serait intéressant que vous preniez le temps de l'examiner comme tel. C'est important. Alors, ça a été proposé par M. Gérard Paulier. Vous aviez également dans les documents là, un résumé des investissements qui ont été faits par le dernier comité d'investissement. On a donné des subventions et des prêts pour 4 entreprises, 2 expansions, 2 acquisitions. Donc, il y a eu 43 000 dans le FDT en subvention qui a été donné, 81 800 dans notre portefeuille FLS, les fonds locaux qui viennent des fonds de solidarité de la FTQ, puis, qui est du prêt, puis le FLI 46 200 qui est un fonds qui vient du gouvernement provincial, en prêt également. Puis ça aussi, si vous avez des questions, là, vous voulez plus de précision après la réunion, il n'y a pas de problème, je pourrais répondre à vos questions. Ça va? C'est correct, c'est vrai? Mélissa? Oui, on poursuit. Madame Bélanger, oui, on ne sait pas. Vous êtes pardonné. Le premier point, on retourne un petit peu dans l'histoire, c'est le pacte rural, la reddition de compte que Thomas Robigny avait déposé pour le pacte rural. Ça date du printemps déjà dernier. On avait reçu une information là, à savoir qu'il y avait un projet qui chevauchait 2 années là, dans la reddition de compte. Fait qu'il a fallu faire une petite correction pour pouvoir ramener le solde à zéro pour les investissements du pacte rural qui est complété et qui est fermé. Fait qu'à ce moment-là, quand on fait des petites modifications comme ça, ils demandent de repasser une nouvelle résolution comme quoi qu'on a fait la correction. Fait que moi, j'ai eu la confirmation de M. Gendron du ministère comme quoi c'était correct qu'on l'avait fait, mais il voulait aussi une résolution du Conseil des maires là, pour appuyer ça. Ceci. Après ça, un peu dans le même ordre que ma collègue Isabelle, au niveau du FDT, on a eu aussi un comité d'investissement pour les projets structurants et puis pour des projets de formation et promotion. Donc, la date de ce comité-là était le 10 octobre dernier. Donc, à titre indicatif, là, au niveau des projets, des investissements qui ont été faits à cette rencontre-là, on a soutenu 9 projets pour un total d'investissement dans le FDT de 64 375, puis pour des coûts de projet de 463 467 $. Et puis, si on les divise, parce qu'il y a différents volets dans le FDT, donc le volet initiative rurale, 44 000 $ d'investissement, études, recherche et développement, 5 375 et entreprise d'économie sociale, 15 000 $. C'est ce qui fait le 64 375 $. Donc maintenant, parce que la portion qui est aussi destinée aux entrepreneurs, entreprises est incluse dans le FDT. Alors, si je soustrais les montants qu'Isabelle a mentionnés tout à l'heure, donc ce qui resterait en investissement dans l'enveloppe 2017, donc jusqu'au 31 décembre, c'est un total de 58 932 qui nous reste encore de disponible. J'aimerais faire une rencontre en décembre avec le nouveau comité d'investissement pour pouvoir regarder d'autres projets ensemble. Puis sinon, bien, ces sommes-là, elles seront reportées pour l'année 2018, si on ne les utilise pas toutes. Fait que ça, c'est pour la portion FDT. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? OK. Ensuite, un petit point d'information, à savoir que l'autre démarche pour le développement social continue à aller bon train. On avait une date ciblée au 31 mars pour développer une politique territoriale de développement social pour la MRC.
Donc, il y a des étapes différentes, différents focus group, le portrait du territoire, forum, etc., qui est planifié. Fait que ça va, les partenaires sont toujours mobilisés. Ça va comme prévu. On a une rencontre le 4 décembre prochain avec la table locale de partenaires. Donc, l'échéancier roule assez bien. Fait qu'on devrait bientôt avoir les résultats plus concrets de cette démarche de réflexion-là. Puis, normalement, le prochain plan de lutte est toujours attendu. Il y a des montants qui ont été dévoilés le plus au niveau national, mais le plan de lutte est supposé d'arriver avant la fin de l'année, le nouveau plan de lutte à la pauvreté. Fait que ça nous donnera à ce moment-là de nouveaux moyens financiers pour pouvoir supporter des actions ou des projets. Fait qu'au moment venu, vous en serez certainement informés. Puis, le dernier point que j'avais à regarder avec vous, c'est au niveau, on avait parlé, moi et Anne-Marie, d'une opportunité de rencontrer des organismes comme on avait fait l'an passé. Là. Il y avait la CED qui désirait rencontrer le conseil. C'est la CED ou le... Oui, la CED. Fait que je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là avaient fait une petite rencontre avec plusieurs organismes qui étaient passés. Là. Fait que peut-être. Est-ce que tu voulais, Marie, qu'on trouve une date aujourd'hui ou c'est juste de. C'est avec l'ami qu'on connaît. Ouais. Il peut y avoir aussi, c'est parce que peut-être si on fixerait une date aujourd'hui, ça permettrait à d'autres organismes aussi peut-être de venir vous rencontrer. Parce que, étant donné que nos réunions sont assez chargées, on fait une réunion spécialement où certains organismes viennent rencontrer le Conseil des maires. Parce qu'on a beaucoup de demandes qui rentrent d'organismes qui voudraient vous rencontrer, vous présenter ce qu'ils font, puis tout ça, puis mieux se reconnaître. Puis au lieu de les inviter, genre, au compte-gouttes, la chiclette, bien, on ferait une activité qui rassemblerait tous ces organismes-là, puis qu'ils feront une petite présentation, on leur donne tant de temps pour présenter leurs trucs. Bon, on peut comme... Comme on a fait l'an passé. Oui, c'est ça. Oui, ça avait été bien. Vous voulez fixer une date tout de suite? Puis... Ben peut-être, moi je suggérerais, je ne serai pas là, mais suggérerais d'envoyer peut-être un doodle de maire. Puis, C'est certain que c'est beau de rencontrer ces organismes-là, mais je dirais que décembre, à partir d'aujourd'hui, on est assez occupé avec nos budgets. Ça serait plutôt en janvier. Oui. Parce qu'en connaissant la date à l'avance, on peut informer ces organismes-là. On se prépare. M. Baudin, voulez-vous faire un petit switch en arrière? Fermez les dents, puis rouvrez les dents de nouveau. OK, c'est bon. On va vous envoyer une sandwich, je peux pas rester là. C'est important. OK, c'est bon. Oui. Avez-vous terminé, non? Si j'ai témoigné? Avez-vous terminé? Oui. Ben oui, j'ai terminé, mais François, est-ce que tu avais des choses à apporter? Ça a été comblé avec ce qu'Isabelle a apporté tout à l'heure. Bon, merci beaucoup. C'est bon. C'est quand même étonnant les demandes qu'on a là, pour soit des gens de la relève, des gens qui achètent des commerces ou des gens qui font de l'expansion. Les deux derniers comités qu'on a eus, autant celui du FDT là, que celui du Free et Solide, là, il y avait des demandes qui sont intéressantes là-dedans. C'est certain que c'est confidentiel, parce que des gens qui veulent se lancer en affaires ou qui sont en affaires, on ne peut pas mettre ça sur la place publique. Tantôt, tu as souligné que Thomas avait fait un petit bout de travail. Je voudrais profiter de l'occasion pour le remercier. Il est dans la salle ce soir. Oui. Notre Thomas Romagné qui était à la MRC avant. Alors, il a défroqué puis il est rendu directeur général de la municipalité de Montréal. Ouais, non seulement je suis juste en congé sans ça, monsieur. Oui. Je vous annonce qu'ils ont révision. Quelle erreur. OK, ça va pour ça. À l'item 10, matière résiduelle. Bon. Oui, comme vous avez pris connaissance du document qui a été remis, c'était Mme Cathy Covier qui a fait le portrait de la gestion des matières résiduelles, ça vous a été déposé. Alors ce soir, au budget, on a adopté un montant pour que Mme Covier continue son travail, notamment pour la mise en place des scénarios, du suivi et de l'encadrement et de certaines activités. Ce travail-là va être fait en collaboration avec la MRC d'Avignon, comme l'an passé. La MRC d'Avignon met 15 000 $, puis la MRC Bonaventure aussi. C'est la MRC de Bonaventure qui coordonne la gestion de ce projet, puis qui retient les services de Mme Cathy Covier. Alors, ça prendrait une résolution ce soir pour me permettre de coordonner la gestion et puis de réaliser avec la MRC d'Avignon cette mise en place. C'est Denis Gauthier. OK.
Pour ceux qui ont pris connaissance du document, je ne vais pas élaborer là-dessus ce soir, vous remarquerez que c'est pas favorable pour une mise en place d'une régie intermunicipale pour la gestion du site de Saint-Alphonse. Ne pleurez pas, M. Paulier, ça vous dérange pas? Pas de commentaire. Ben, juste une chose, par exemple, peut-être que les maires aimeraient avoir une rencontre avec Mme Paulier pour la présentation du rapport. Tout à fait. Oui, bon, si on peut, je vais lui demander, puis ça va lui faire plaisir de venir vous présenter son rapport. Fermez-la, puis je vais faire ce que j'ai demandé aux autres, m'en parler plus fort. Parce que c'est fatigant pour tout le monde, ça, là, ça rentre dans... C'est ta dernière, Jean-Guy, ta voix. C'est comment est-ce qu'on appelle ça? C'est les fantômes qui reviennent dans la place. Alors, on y va immédiatement avec M. Belair au niveau de l'aménagement. Point aménagement. Merci, M. le Préfet. Bonsoir, tout le monde. J'ai quelques points, fidèles à mon habitude. Je ne ferai pas la dernière de M. le Préfet sans garder nos bonnes habitudes. Vous avez tous reçu les documents à l'avance. Comme d'habitude aussi, j'en ai rajouté devant vous ce soir, là, qui sont arrivés au début de la semaine. Donc, au point 11.1, à la page 11-1, c'est une résolution pour l'adoption du règlement 2017-06. Ça, c'était le règlement qui modifiait notre règlement de zonage pour le territoire non organisé du TNO en arrière, mais aussi du TNO aquatique. C'était pour faire entrer en vigueur les dispositions du cadre normatif là, pour l'érosion, comme il a été fait dans toutes vos municipalités, là, ou à peu près à date. Ça prendrait proposant pour l'adoption du règlement. Je propose sur Odette. Sur Odette. Et au point 2, c'est pour le même règlement. Comme on est la même chose que pour le règlement de municipalité, quand on modifie le règlement de zonage du TNO, il faut se donner un certificat de conformité. Ça fait un peu bizarre et pour employer un mot poli, mais il faut s'émettre un certificat de conformité comme quoi c'est conforme au contenu du schéma d'aménagement, ce qui est le cas bien sûr. Ça prendrait le proposeur. À la page 11-8, c'est l'adoption du règlement 2017-07. Ça, c'était une modification du schéma d'aménagement pour une dérogation en pleine inondable. C'était pour le projet de reconstruction d'une résidence en bordure de la rivière Bonaventure. On a eu l'avis favorable du ministère là, pour le projet de règlement, quand on a demandé un avis pour faire sûr qu'on n'avait pas le règlement pour rien, contrairement à un autre qu'on va parler plus tard. Là. Ça prendrait un proposeur pour l'adoption de ce règlement-là. M. Paulier. À la page 11-12, le point 11.4, c'est l'émission d'un certificat de conformité pour le règlement numéro R 2017-686 de la ville de Bonaventure. Ça, c'est un règlement qui modifiait le règlement de zonage pour une dérogation pleine inondable. Ça, c'est pour le projet du magasin Intersport. Parce que quand on modifie le schéma d'aménagement pour une dérogation pleine inondable, la municipalité ou la ville doit modifier son règlement de zonage pour donner la même dérogation. Un proposeur pour celui-là. À la page 11-14, toujours pour la ville de Bonaventure, le règlement numéro R 2017-688 qui modifiait le règlement de zonage de la ville de Bonaventure. Ça, c'était un règlement aussi pour... c'est une dérogation pleine inondable, celui-là aussi. Celui-là, c'est pour celui qu'on vient de parler tantôt, là, pour une résidence au long de la rivière. Avant de demander à propos, quand M. Belair fait lecture de ces règlements-là, c'est que lui, l'étude a déjà été faite au niveau de la MRC. M. Belair l'a fait. Et puis, c'est conforme. Sinon, on ne recevrait pas de lettre comme on a reçu du sous-ministre ce soir. C'est certain. Je ne sais pas, moi, quand j'amène un règlement, parce que le certificat de conformité, c'est la phase finale de la modification d'un règlement. Quand je l'amène ici, là, c'est sûr que c'est parce que c'est conforme. Quand ça ne l'est pas, la municipalité est avisée d'avance pour faire les modifications en conséquence, un peu comme on fait au niveau de nous-mêmes avec le gouvernement. M. Bourdage a proposé. J'ouvre une parenthèse, il faut être patient. Oui, c'est long. Mais justement, mon dernier point à soir, là, on va adopter quelque chose
d'avance, parce que je n'ai pas encore reçu de projet, là, j'en ai parlé tantôt, là, pour une autre dérogation en pleine inondable, parce que ça prend 6 mois pour modifier un schéma d'aménagement. C'est quelque chose qui n'a quand même pas de bon sens, mais c'est ça. C'est ça pareil. Point suivant, le point 11.6 à la page 11-16. J'ai une question, M. Bellard. Oui. Moi, je me suis toujours interrogé en tant que citoyen à savoir comment ça se fait que les municipalités ou les MRC permettent de faire des constructions dans des zones inondables, puis après ça, on se ramasse avec des frais par rapport si jamais c'est inondable, s'il arrive une tempête, etc. Là, je me pose la question de savoir est-ce que ça a rapport à ça ou c'est simplement c'est une zone inondable, mais c'est pas vraiment inondable, c'est quoi les dérogations je veux comprendre un peu. Tous les cas de dérogation qu'on donne, c'est pour des usages qui sont déjà existants. C'est des gens qui veulent rajouter des choses. Une dérogation pour faire quelque chose de supplémentaire. Qui est autorisé, qui est recevable. Un ajout à quelque chose qui existe déjà. Okay. Parce que pour construire une nouvelle résidence, par exemple, inondable, c'est impossible. Ça. On oublie ça, c'est rendu impossible. Là. Puis, pour la raison que vous dites, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça m'inquiétait un peu. Ouais. Alors, quand on parle de dérogation, c'est pour des dossiers de choses qui sont recevables au travers des critères de la politique. Excellent, merci. Bienvenue. Donc, j'étais au point 11-6 à la page 11-16. C'est toujours dans la ville de Bonaventure, le règlement numéro R 2017-690, d'un certificat de conformité. Ça, c'était pour un ajout d'un usage industriel dans une zone à l'intérieur du périmètre urbain de la ville. Ça me prendrait un proposeur. Proposeur? Propos. M. Grenier. Combien de Bonaventure est toujours en dérogation, M. Non, je donne mon opinion, comme vous l'avez dit tantôt. On ajuste. Mais ça, c'était pas des dérogations, c'est une modification. Ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Là, toutes les municipalités et les villes dans le monde font ça. On modifie les règlements. C'est tout à fait normal. C'est pas fini, M. le préfet, dans un autre plan. C'est pour s'ajouter. Souvent, c'est pour s'ajouter dans le temps aussi. C'est ça. C'est impossible de tout prévoir. C'est pour ça que c'est possible de modifier. Le point 11.7 à la page 11-18. Toujours dans la ville de Bonaventure, c'est le règlement R 2017-691 qui, lui, visait à modifier le règlement de zonage pour autoriser un usage de résidence communautaire dans une zone du périmètre urbain. Proposeur, M. Boudreau. On monte à Côte-Port de Bonaventure. C'est avec les 5 pièces chacun. Le point 11.8 à la résolution, on va changer de registre. C'est un avis du Conseil de la MRC, c'est une demande du ministère des Transports avec leur nouveau nom compliqué. Pas pour Chigawac? Non, pas pour Chigawac, on est à Cascapédia-Saint-Jules, c'est pour ils font une réfection d'un pont, le pont... On a 132. Non, c'est pas le pont de la 132, c'est le pont sur la route Patrickton. Oui. Il faut qu'il remplace, puis il faut qu'il agrandisse le diamètre, en tout cas pour éviter que ça inonde. Celui-là, ce qu'on avait été, qu'on a eu tant de problèmes? Oui, c'est pas loin de chez l'ancien maire de Cascapédia. Okay, c'est quasiment à la fin du territoire de Cascapédia-Saint-Jules, juste avant la municipalité de Maria. C'est parce que c'est zone agricole dans ce point-là, fait que ça leur prend une autorisation. Ils font une demande au ministère, il faut qu'on les appuie là-dedans. Je propose. Comme on l'avait fait pour le dossier à Chigawac, justement, pour la déviation de la route 132. Ben, Chigawac, il faut quand même peut-être mettre un point, si vous permettez. C'est que le ministère des Transports, contrairement à un citoyen normal, parce que le ministère des Transports, c'est quand même une créature gouvernementale, lui, il a fait le détour, après ça, il nous a demandé la permission. Oui. C'est ça. Mais avec raison. On était devant un fait accompli, mais on devrait faire ça, nous autres. Vous avez le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, je m'en vais. On devrait faire ça. On devrait désobéir parce qu'il y a des stupidités là qu'on n'a pas raison d'exister. Vous allez voir tantôt, on va parler d'un dossier. Vous me payez la traite avant de m'en aller. Je continue la page 11-24, le point 11.9, c'est le procès verbal de la dernière réunion du comité consultatif agricole. Dans cette réunion-là, il y avait été question essentiellement de notre adhésion au projet de l'artère qui avait été
confirmé par résolution une révision du Conseil, là, que vous avez à la page 11-31. Fait qu'il n'y a rien de nouveau là, dans ce procès-verbal-là à part ça. Puis il y avait une erreur en passant dans la résolution, là, à la page 11-32, là, on mettait M. Rocaudet, maire de la ville de New Richmond. Hein? Ça sera corrigé. Peut-être que M. le préfet déteint sur moi, mais j'avais un petit commentaire à faire. Je ne l'ai pas lu le procès global, mais est-ce que l'UPA s'est prononcé en faveur de certains projets, le procès verbal? Mais l'UPA, non, mais c'était dans le dossier d'artère. Comment ça, c'était le projet d'artère, mais l'UPA, au niveau du CCA, ce sont des producteurs agricoles dont vous avez les noms-là qui se prononcent. Okay. Il y a des personnes ressources de l'UPA qui souvent sont là, mais eux autres ne votent pas. Parfait, merci. On va en parler tantôt de l'UPA. Ben, le projet de l'artère est quasiment une création de l'UPA. Non, c'est une structure du gouvernement. Ben, c'est un organisme qui a été mis en place à la grandeur de la province. Oui. Puis là, la démarche qui est en train de se faire, c'est avec la MRC d'Avignon au Gaspésie. Là, Bonaventure a confirmé qu'on allait adhérer. Peut-être Rocher-Perché. En tout cas, on pense que c'est dans la bonne voie pour être capable de, justement, au niveau d'être capable d'engager une ressource pour permettre le recensement de ce qui est disponible pour le développement agricole. Puis ça va venir se rattacher à nos PDZA que la Haute-Gaspésie est en train de refaire, que nous autres, on parle qu'il va falloir réviser ou dépoussiérer. Puis ça va tout probablement faire un lien tantôt avec au niveau de la CPTAQ. Mais l'UPA n'a rien à faire avec Artère. Ben, ils sont pas loin. Tout ce qui touche l'agriculture, d'habitude, ils sont pas loin. Ça serait de l'air à polluer, cet organisme-là. Il y a d'autres choses, monsieur? Oui, j'ai d'autres points. Le point 11.10, c'est ça, c'est une lettre qu'on a reçue au début du mois de novembre de M. Roch Godreau. Ça, c'est le secteur des mines. C'est une demande qui nous envoie là, pour le traitement des demandes de claim qu'ils ont en suspens sur le territoire de la MRC. On les avait déjà avisés, je pense, en 2014 ou 2015, de retarder ces affaires-là. Puis là, ils nous envoient ça. C'est comme compliqué le dossier des mines. Puis, comme j'expliquais tantôt au maire, là, il y a des orientations gouvernementales qui viennent de sortir des mines, c'est pour ça qu'ils nous envoient ça. Là. Parce qu'il faut, à quelque part, qu'on modifie le schéma d'aménagement pour identifier des territoires où on ne voudrait pas qu'il y ait de mines. C'est un dossier prioritaire pour l'aménagement? Pour notre MRC, c'est pas vraiment problématique parce qu'à part des bancs de sable et de gravier, on n'a pas vraiment de mines, à ma connaissance, sur notre territoire. D'ailleurs, ils mettent ici, dans cette lettre-là, le deuxième paragraphe, on en a 0 au niveau des périmètres urbains. C'est pas dangereux pour la population. Mais on va le regarder pareil. Mais moi, ce qu'on s'est entendu, les aménageurs de la Gaspésie, c'est qu'on va attendre que des orientations gouvernementales en matière d'aménagement, les ORGA, pour les hydrocarbures, vont sortir l'année prochaine. Puis il va falloir faire la même chose, faire un exercice pour identifier des secteurs où on ne voudra pas qu'il y ait d'exploitation d'hydrocarbures. Ça risque d'être compliqué, comme vous savez, parce que il y a beaucoup d'opposition là-dedans. Il va falloir regarder ça. Puis, nous, on pense à regarder justement les deux volets en même temps pour faire une modification, traiter des mines qui ne nous impactent pas tellement. On va attendre les hydrocarbures, on va traiter les deux en même temps. D'ailleurs, si on bouge pour les mines, il y a des gens qui nous disent que ça peut avoir un impact négatif au niveau de nos périmètres urbains pour les hydrocarbures. Fait que c'est plus sage d'attendre, je pense, pour traiter les deux en même temps. Fait que ça devrait être au courant de l'année prochaine, j'espère, si les organes sortent. Mais ça, souvent, ils annoncent, puis ça prend du temps avant que ça sorte au niveau des ministères. Mais on surveille ça. On surveille ça, c'est certain. Mais pour l'instant, là, on ne bouge pas là-dessus là, pour tout de suite. Mais quand tu parles des OGAT, c'est parce que lors de la dernière réunion de la MRC, on a envoyé une résolution comme quoi on était en total désaccord avec l'Union. Absolument. Oui. C'est ça. Okay. C'est les mêmes affaires, mais ils sortent pareil parce que. Okay. Puis d'ailleurs, ce qu'on a envoyé, là, si vous permettez, M. Paulier, là, ce qu'on a envoyé, nous ici, là, comme on était en désaccord de ça, là, quasiment toutes les MRC au Québec ont envoyé le même genre de résolution. Là, Mais ils sont durs à
sont durs à faire bouger. Ils sont durs à suivre. Et pour le public qui milite pas à l'intérieur de tout ça, là, les agates, puis les cèdres, puis tout le kit, là, les gens doivent se demander si c'est un légume ou un fruit. Là. Non, mais c'est terrible, les noms à lesquels on se sert rentabilitement. Mais les agates, dans le fond, c'est des orientations gouvernementales. C'est par ça que le gouvernement analyse tout le temps nos demandes. À chaque fois qu'on fait une modification du schéma, les autres, c'est le travail de 56 000 agates qui analysent notre demande. Puis s'ils trouvent une petite virgule de trop à une place, là, ça va mal à la porte pour eux autres. Là, puis... Donc, les agates relèvent du MAMO. Oui, absolument. OK. Oui. C'est eux autres qui les produisent, puis qui les rédigent, puis qui les gèrent, puis qui les administrent. Mais les agates en région, là, c'est pas comme les agates en ville. Parce que, regarde, là, ce qui s'est passé l'année passée à Longueuil, là, la population a fait caca dans le fleuve, je ne sais pas combien de temps, là, ils ne s'occupent pas de ça. Là. Ici, s'il y a une fosse septique qui déborde, là, ben, la gang d'environnement arrive immédiatement. Là. 2 poids, 2 mesures. Je poursuis? Oui. Le point 11.11 à la page 11.37, c'est tout simplement de l'information que vous avez déjà probablement eu dans vos municipalités. C'est un communiqué de presse du Conseil de l'eau sur le dossier des hydrocarbures. Ils nous informent qu'ils sont prêts à nous aider là-dedans. Le point 11.12, à partir de là, je vais vous inviter à prendre le document papier que je vous ai rajouté ce soir sur vos tables parce que c'est des nouvelles. Les choses sont arrivées par après. 22 novembre. Oui, c'est ça. Donc, le point 11.12 à la page 11-39, je ne sais pas si vous avez tout trouvé vos... Ah oui. C'est ça, c'est ce document-là. C'est une émission d'un certificat de conformité pour la ville de Bonaventure, encore une fois, le règlement R 2017-689. Ça modifie le règlement de zonage pour... ça, c'est la création d'une nouvelle zone 210 REC. C'est l'ajout d'une zone là, pour des chalets seulement et conservation des habitats. C'est conforme au schéma d'aménagement. Ça se trouve dans une affectation de villégiature, au niveau du schéma de récréation de villégiature, donc il n'y a pas de problème. C'est conforme au schéma. C'est pas un proposeur. Proposé par M. Gérard Poirier. Le point 11.13, c'est une lettre qu'on a reçue du ministère des Affaires municipales, de MAMO, comme on disait tantôt. Ça, c'est pour le règlement qui visait à abroger les marges de recul dans les eaux déstructurées. Vous vous rappelez, on avait passé un projet de règlement pour lequel on avait eu un avis défavorable, comme quoi ça ne respectait pas les orientations gouvernementales de la gestion de l'urbanisation. Et pour le règlement, ils nous avaient demandé qu'on envoie une cartographie détaillée de chacun des îlots pour savoir combien il y avait de maisons possibles. Et là, ils nous disent que c'est trop pour eux autres. Là. Ça a déjà été fait. Ils ne peuvent pas nous autoriser ça, fait qu'on ferme le dossier. Puis ce qu'on va faire, nous autres, au niveau des municipalités, dans le concret, là, concrètement parlant, là, lors d'émissions de permis dans un niveau déstructuré, si cette marge de recul-là empêche, il y a toujours moyen de donner des dérogations mineures pour ça. Puis ça, vous avez toute cette mécanique-là dans vos règlements. Fait que c'est plate, là, parce que c'était très logique ce qu'on demandait, parce que c'était pas inclus dans la décision de la CPTAQ pour l'article 59 qui visait justement à permettre la construction de maisons en zone agricole. Ça, c'est le libellé qu'ils nous donne quand il y a des gens qui demandent, on dit plus d'y zoner, on dit d'avoir une activité autre qu'agricole sur un territoire qui est zoné agricole. Et ça se lit comme ceci. Les municipalités, c'est la même chose. Ainsi, la municipalité régionale de Comté devra démontrer que les terrains disponibles à la construction résidentielle dans les îlots déstructurés concourent au renforcement des noyaux villageois des municipalités locales, en tenant compte des espaces vacants dans les périmètres d'urbanisation. Fait que ça veut dire que c'est une démonstration qui est impossible à faire pour nous autres parce que il en reste des terrains dans les périmètres d'urbanisation. Les gens, ils ne veulent pas y vendre. Je le sais, mais pour eux autres, c'est pas important ça. Mais vu qu'il reste des terrains, des périmètres d'urbanisation, le fait d'en autoriser à l'extérieur des périmètres, mais ça va à l'encontre des orientations gouvernementales dans la gestion de l'urbanisation. C'est ça le problème. Fait qu'ils ont comme peur qu'on se développe trop, ou je sais pas, là. Parce que c'est vrai que c'est problématique autour des grandes villes. Ils sont servis de ces mécaniques-là, justement, pour
faire des concentrations, puis c'est rendu qu'ils mettaient de l'aqueduc et des égouts là, dans les îlots, là, proche des grands centres urbains. C'est pour ça qu'on est Oui, mais pénalisé en région. le commentaire à M. Belair qui nous donne, parce que moi, à Québec, il me donnait, je siégeais sur cette commission-là, c'est que si on le fait pour les autres, il faut le faire pour les autres. Oui, mais c'est ça, mais le contraire, c'est pas. Réalité différente. Mais par contre, là, regarde, sur la route 40, l'autoroute 40 à Montréal, là, regarde depuis 3-4 ans, les espaces qui ont des zones là, puis d'expansion commerciale, là, puis toute l'équipe, nous autres, on demande. Ils se perdent beaucoup de pieds, vous savez où. Je poursuis. Point 11, point 14 à la page 11-43, c'est un certificat de conformité pour la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules, modification du règlement de zonage, c'était pour autoriser un usage pour les installations de tours et antennes de télécommunications dans une zone rurale. Il n'y a pas de problème pour la conformité. Rapodette, M. Rapodette, je propose. Bon, le point 11.15 et 11.16 qui sont en fait le même point. Ça, c'est un dossier que je pense qu'on doit se permettre de prendre les devants. Parce que j'ai été. C'est Denis, Marc Gauthier de la ZEC de Petite-Cascapédia ont eu des problèmes d'inondation. Je pense que c'est l'année passée, il y a 2 ans, il y a des chalets qui ont été déplacés sur les installations de la ZEC Petite-Cascapédia. Ils veulent les relocaliser, fait que ça prend une dérogation en pleine inondable encore une fois. Puis comme vous savez, ça prend 6 mois. Fait que si on ne part pas ce soir, ça va aller seulement à février ou janvier, en tout cas, on verra. Fait que je pense qu'on devrait commencer, puis j'ai fait dans le fond un frame de résolution et de règlement, parce qu'il reste la chair à donner, parce que je n'ai pas le projet comme tel de la ZEC, Marc ne m'a pas envoyé ça encore, mais il va me l'envoyer. C'est au pire, mais regarde, s'il ne me l'envoie pas, on recommencera au mois de février. C'est les camps Mélenchon. C'est les camps Mélenchon, c'est ça. Je pense qu'il y a 2 ou 3 chalets qu'il faut qu'ils relocalisent, même 4. Là, c'est assez compliqué. Il faut que les arpenteurs aient déterminé la hauteur minimale pour respecter la même politique qu'on parlait tantôt. Là. Fait que ça, c'est des choses recevables parce que c'est des bâtiments qui sont existants, qui vont être déplacés mis plus haut de façon sécuritaire. Proposeur? Ça me paraît un proposeur pour commencer la démarche. Quelqu'un qui va donner l'avis de motion. Oui. Le président va donner l'avis de motion, puis ça me prendrait un proposeur pour adopter le projet de règlement. Proposé par? Propose. Pauli. Je sais pas lui. Pardonnez-moi l'ignorance, mais c'est pas la municipalité qui fait la demande. Non, ça va être la ZEC, comme dans le cas comme l'Intersport chez nous. C'est pour répondre aux besoins des organismes sur bien des propriétaires privés. On n'a pas le choix. Quelque part, on ne peut pas empêcher ces gens-là, dans le fond, d'améliorer leur sort là, sur les choses qu'ils ont. Mais ça quelque part, là, moi je le dis quasiment à chaque fois, là, ça n'a pas de bon sens qu'il faut modifier le schéma pour donner des dérogations un peu inondables comme ça. D'autant plus que c'est même pas nous autres qui analysent la recevabilité. Tout ça, c'est le ministère de l'Environnement. Il y a quelque chose qui... Des bâtiments qui sont sous le terrain du ministère, en plus. Mais c'est comme le ministère des Transports qui demande des autorisations CPTA. C'est tout le gouvernement, tout ça, à quelque part. C'est regarde. On va changer de point, on va passer au point forêt. Le point forêt, tout ce que j'avais ce soir, c'est le procès verbal de la dernière réunion qui s'est tenue le 26 octobre 2017. Il n'y avait pas de recommandation entérinée par résolution. Comme d'habitude, vous avez le livre. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Belair. Maintenant, dans la forêt, oui, il y a du travail. Vous allez voir, comme je vous ai expliqué en réunion de travail, on a 9 résolutions à adopter. Vous savez, au niveau du PADF, c'est la MRC de Bonaventure qui l'administre pour les 5 MRC de la Gaspésie. Et c'est un ni plus ni moins un protocole d'entente. On fait ça de même avec le ministère de l'Énergie et des Ressources. Et les sommes d'argent, donc on va vous demander des propositions tantôt. Ils proviennent de l'autonomie. On ne fait que le gérer comme tel.
Madame Flowers. Bon, la première résolution, ce serait, par contre, c'est pas pour le PADF, c'est vraiment pour le département de forêt de la MRC Bonaventure. Suite au départ de M. Romagnier, qui était ingénieur forestier, on a engagé une personne pour le remplacer, mais c'est à contrat. Ce serait M. Gaston Rousse. Pour l'année 2017, il y a un total d'estimé de 5 260 et pour l'année 2018, 16 920, c'était au budget pour faire le travail au niveau du suivi forestier à raison d'à peu près une journée par semaine. Parce que nous, ça nous prend un ingénieur forestier pour signer les documents. Seul un ingénieur peut signer ces documents-là pour procéder comme tel. En passant, M. Nuss avait déjà travaillé pour nous autres. Bon. Au niveau des résolutions concernant les projets du PADF, ce sont toutes des résolutions pour octroyer des contrats qui sont en bas de 25 000, évidemment. La première résolution, c'est un octroi de contrat pour la captation de vidéo d'un colloque sur le saumon et la foresterie. Ça, il y en a plusieurs contrats. Il va y avoir un colloque sur le saumon et la foresterie au mois de novembre à Carleton. C'est demain et après-demain. Le premier contrat, c'est un montant de 1 379 $ à Réaume Multimédia pour la captation vidéo du colloque du saumon et de la foresterie. Je propose. Vous savez, madame, monsieur le maire, comme je l'expliquais tantôt, là, les argents au niveau de la MRC, comme dans une municipalité, là, on ne peut pas sortir ça là, comme dans des enveloppes brunes. Ça prend une autre résolution, puis il faut que ça soit fait. Là. C'est normal aussi, mais il faut que ça soit fait comme c'est supposé d'être fait. Toujours dans le cadre du colloque, une résolution pour la traduction simultanée. C'est un octroi qui est donné à JCB Interprétation pour un montant de 3 622. Proposeur. Proposé. Toujours concernant le colloque, un octroi pour le contrat de la présidence pour un montant de 2 625 à M. René Lafont. Oui, c'est parce que pour présider ce colloque-là, ça prend une personne qui est bien informée sur les enjeux et qui est capable de relancer les échanges et de synthétiser les contenus. Une personne spéciale. L'octroi d'un contrat pour une revue littéraire sur l'impact des chemins forestiers abandonnés. C'est un contrat de 5 200 à l'équipe de recherche en gestion de la faune terrestre du professeur Martin Hughes de Saint-Laurent-de-Lucar pour effectuer une revue de littérature portant sur les impacts des chemins forestiers en cours de végétalisation sur la faune et la flore. Voilà. Pas une autre compensation en passant. Non, hein? Non. Je ne connais pas ça là, moi. Non, ça c'est fait. Je l'ai dit tantôt, ça vient d'énergie, on a une boîte à mal. Okay. Bon, en tout cas, on travaille là-dedans, mais c'est quand même avec le ministère. Ça ferait de l'argent de la MRC par contre. J'aurais rencontré le personnage, si vous prêtez. Bon, maintenant, c'est un octroi de contrat pour l'exécution de travaux de fermeture de chemin. C'est un contrat de 11 875 à Produits forestiers Temerès pour exécuter des travaux de démantèlement de chemin et de retrait de traverses de cours d'eau. C'est des traverses de cours d'eau qui avaient été installées là pour les retirer. Propos. Monsieur Jonathan Grenier. Vous étiez installé par qui? C'était temporaire. Oui. C'était temporaire. L'autre contrat, c'est pour la réalisation de diagnostic de filière forestière régionale. C'est un montant de 15 750 à Gymexport pour effectuer le diagnostic de la filière forestière régionale. M. Boudreau. M. Boudreau. Et le dernier contrat, c'est un contrat pour la réalisation du portrait de la demande industrielle régionale de matières ligneuses. Un montant de 15 750 à Gymexport pour effectuer le portrait de la demande industrielle régionale. Ça vous fait drôle, M. Bouddage, que je vous appelle monsieur?
Je comprends pas ça. Ça ne durera pas longtemps. Je comprends pas ça, moi non plus. C'est réciproque, je comprends pas ça, moi non plus. Bon, il y a une autre résolution. Ça, c'est on demande un projet. C'est un dépôt pour un projet au programme de gestion intégrée des ressources pour l'aménagement durable de la faune de la Fondation. En tant que gestionnaire de la table GIRP, on dépose une demande de soutien financier pour un montant de 14 762 au programme de gestion intégrée des ressources pour l'aménagement durable de la faune de la Fondation. Et on s'engage à MRC à une contribution en temps d'employé pour un montant de 1 875. Monsieur Whittle. C'est qu'on demande une subvention. Vous remarquez, depuis tantôt, on s'occupe pas mal plus de la faune et de la forêt qu'on s'occupe de la santé. Ça va? Merci, Mme Flowers. À l'item 13, sécurité incendie, M. Thibault, avez-vous des choses? Oui, merci, M. le Préfet. Donc, en premier lieu, j'aimerais ça tirer votre attention sur la feuille que je vous ai donnée au début. Donc, c'est juste pour faire un petit suivi au niveau du projet de l'uniformisation des radiocoms pour la MRC. Donc, c'est juste pour vous confirmer qu'en date d'aujourd'hui, l'ensemble de la flotte des véhicules des services incendies sont uniformes au niveau des radiocoms, ainsi que toutes les radios portatives de tous les pompiers. Donc, c'était de concert sur une table de travail qu'on avait faite avec les directeurs incendies. Donc, en date d'aujourd'hui, on est uniforme. Les fréquences qui sont là, c'est à titre indicatif, sont confidentielles, donc c'est important de ne pas les diffuser. Si vous avez des questions là-dessus, je suis disponible aussi à la fin de la rencontre. Et en deuxième lieu, l'autre document que je vous ai remis au début de la rencontre, je vous ai envoyé ça par courrier à toutes les municipalités de la MRC. C'est de l'information sommaire sur le fonctionnement des services incendies en général au Québec avec les lois et les normes, et ainsi un petit topo de la situation en sécurité incendie quant à notre MRC. Donc, c'est des statistiques et des chiffres et certaines clauses de normes et autres. Donc, c'est vraiment un petit indicatif. Je vous invite à le lire à tête reposée. Et si vous avez des questions aussi, je demeure disponible en tout temps. C'est tout. Merci. Merci, monsieur. L'item 14, dépôt de la liste de personnes endettées, vente pour le TNO. Alors, c'est comme dans vos municipalités, c'est qu'à un moment donné, à la fin de l'année, s'il y a des gens qui n'ont pas payé leur taxe foncière, c'est que c'est vendu au niveau de la MRC. Comme dans vos municipalités, dans les municipalités, nous, il n'y a pas longtemps, je suis parti de là, on met juste une liste de numéros qui correspondent à des noms, parce que c'est confidentiel. Pourquoi c'est confidentiel? Les gens posent ça la question souvent, parce qu'à un moment donné, dans la municipalité, il y aurait des gens qui sont mis en vente pour taxes, puis ça s'est envoyé à la MRC. Il faudrait que tout le monde soit à ça. Là. Souvent, ces gens-là, mais ils se trouvent de l'argent et ils viennent payer à la MRC. Avant que c'est ni plus ni moins, ça soit publié sur les journaux. Alors, c'est pas nécessaire de nommer des personnes quand on sait qu'il y a une chance d'aller payer par la suite. De toute façon, ça ne donne rien. Alors, simplement parce que moi, ça dépend des conseils municipaux, mais chez nous, à Saint-Siméon, c'est que les conseillers ne sont pas au courant des gens qui, à la fin de l'année, n'ont pas payé leur taxe foncière. C'est des numéros de dossier, point. Peut-être pour dire un petit peu plus d'informations, c'est que je dépose le rapport de toutes les personnes endettées. Le montant s'élève à 5 850. Moi, j'ai une résolution pour que vous approuvez ce rapport-là, puis que vous m'autorisez à entamer les procédures de vente pour non-paiement de taxes, tout montant excédant 20 $. C'est Bourdage. Ça comprend-il le TNO aquatique? Poisson. C'est payé. Pas nommé de nom. C'est tout comme. Item 15, modification, effets bancaires et autres documents officiels de la MRC. Tantôt, il va y avoir des élections au niveau de la préfecture, ce qui veut dire que ça va prendre une résolution pour changer les noms des personnes qui signent sur tous les documents, ni plus ni moins bancaires et autres, là. La personne qui va être élue tantôt préfet, alors ça prend une résolution immédiatement pour dire, on n'a pas de nom de suite, pensez pas c'est qui ça va être, là. La personne qui va être élue, ni plus ni moins, on va être prêt à travailler. Il va y avoir le préfet et le préfet suppléant aussi, ce sont les deux personnes autorisées ainsi que moi-même. Oui. M. Whitton. Puis il y a aussi, ça c'était pour la caisse, et aussi on a des comptes à la Banque Laurentienne.
Ça prendrait un autre Un proposeur. autre proposeur. aussi. Dans autre point, CPTAQ et UPA, Madame. Oui, Castillo. oui, c'est en lien avec la réunion qu'on a eue avec les représentants de la CPTAQ et où étaient présents la majorité des maires, puis l'UPA. Moi, à cette rencontre-là, j'en ai sorti assez insatisfaite parce que au niveau des requêtes de la municipalité de Cap-Lan, je trouvais que le dossier, il y avait un certain étau qui avait été mis en place. Moi, j'ai été heureuse de rencontrer les gens de la CPTAQ pour leur faire part de nos préoccupations au niveau de la municipalité. Mais il semblerait, en tout cas dans les commentaires qu'on attendait, c'était pas le bon couloir pour aller donner l'information. Moi, ce que j'aimerais, c'est au niveau de la MRC, qu'on soit en mesure de se rencontrer, de se réunir pour prendre action ensemble, de savoir comment on gère ces éléments-là, cette information-là, puis comment on peut travailler le dossier pour sensibiliser la CPTAQ ou d'autres intervenants, que ce soit l'UPA ou peu importe, mais que c'est vraiment préoccupant sur le territoire de notre MRC, la gestion de la zone agricole. Non pas qu'on est contre l'agriculture, ça, faut pas, c'est pas nécessairement dans cette optique-là qu'il faut l'amener, là, mais c'est vraiment de cohabiter, de comprendre les réalités de chacun. Très bonne idée. Alors, comme vous avez discuté tantôt, il va y avoir une journée de travail là-dessus où les gens, depuis du moins, vont faire l'analyse de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que c'est aberrant ce qui se passe. C'est aberrant ce qui se passe. Là. Dans plusieurs municipalités, là, il y a des arbres qui ont 35 ans et 40 ans, ni plus ni moins, de mature. C'est zoné agricole. C'est de la forêt. C'est zoné agricole, absolument. Ils veulent pas bouger, ils veulent pas rien changer là-dessus. Ça fait tant que l'agriculture, comme Mme Castillo disait, on veut la protéger, mais ça ne se tient pas debout. Puis moi, ce qui m'a déçu à cette journée-là, vous savez, il y avait une table, la table était là, tous les gens, il y avait des cartes, on travaillait, puis les municipalités, les maires demandaient à la CPTAQ, on pourrait-il avoir ça, on pourrait-il avoir ça. Et à ma grande surprise, là, l'UPA nous mettait des bois d'arrow. Parce que moi, mon résumé de ça, l'UPA, à l'heure actuelle, dans mon esprit, elle est pire que la CPTAQ. Puis pourtant, c'est pas des gens de New York, c'est tout du monde d'ici au coin. Alors, ça fait plaisir de le dire. C'est qu'on va pas loin avec ça. C'est pas quel objectif qu'ils ont, parce qu'ils savent bien que, écoute un peu, là, il y a des agriculteurs, puis les agriculteurs, ils savent qu'on les protège, parce qu'il y a un comité qui s'appelle le CCA. Il y a des agriculteurs qui siègent là-dessus. Il y a des réunions, ils prennent des positions. Puis après ça, l'UPA, je n'aimerais pas les noms, nous disent ils ont beau à prendre les décisions qu'ils veulent. C'est pas eux autres qui décident au comité, c'est à Longueuil. Vous direz, je me corrige, monsieur le président du CCA. Fait que le problème, il est là. Fait que, encore une fois, c'est du travail qui se fait voyant. Vous pouvez y aller. Ouais, je pense un peu comme Mme Castillo disait, suite à cette rencontre-là, je pense que la démarche qu'on aura à faire au niveau de la MRC comme telle, c'est, on a déjà précisé qu'on voulait embarquer dans l'organisme au niveau de l'artère. On sait qu'on n'aura pas le choix de revoir notre PDZA, c'est le plan de développement de la zone agricole. Je pense que, comme tantôt Gaëtan soulignait, on se bat pas juste contre l'UPA, puis on se bat aussi contre les orientations du gouvernement au niveau des OGAT. Je pense que si on n'arrive pas avec soit une proposition à notre niveau qui va répondre à nos besoins, on va toujours se battre contre un système où ce qui est pour l'ensemble du Québec. Puis malheureusement, c'est plate de se faire dire « Ah ben, on ne peut pas vous donner ça parce qu'on va être obligé de le donner à tout le monde. » C'est ça. Moi, c'est pas une question que je veux pas... Les autres qui fassent le démarche, là, mais pour nous autres, on est rendu à un stade où on peut plus attendre de juste de dire parce qu'on voit ce qui se fait à la grandeur de la province. On comprend le problème, il y a une partie de ça qui vient des orientations du gouvernement. Puis je pense que on a la chance d'avoir un nouveau ministre régional. Je pense que ça fera partie des démarches qu'on devra faire
en début d'année pour aller les sensibiliser à notre problématique, à nous autres, pas ce qui se passe, puis je veux pas me battre contre l'UPA à Longueuil, je veux pas, tu sais, on a nos réalités régionales, puis c'est là-dessus qu'on devra s'attaquer, à faire comprendre à tous ces paliers de gouvernement-là. Avant de passer par là, M. Audet, c'est pour ça que ça me fâche. Les gens, sur le CCA ici, les gens de l'UPA, ils demeurent, c'est pas des extraterrestres, ils demeurent dans la région aussi. Ils doivent pas être innocents en plein temps, ce moment-là. Ils devraient savoir que les problèmes, là, le problème existe et ils n'en prennent pas pour prendre des décisions. Je pourrais en parler toi la nuit, je vais m'arrêter. Monsieur Audet. Juste une parenthèse, moi, on était là à cette rencontre-là du 14 novembre pour 2 dossiers en particulier. 59, c'est ça? Puis tout le volet agroforestier. Donc, il y avait une bonne situation. C'était le même article, parfait. Donc, on avait cette situation-là, puis on devait traiter ce dossier-là dans cette journée-là. À notre invitation, c'est nous qui les avons invités à venir nous rencontrer pour débattre de la proposition qu'on leur faisait. C'était pas une question de négociation, à mon point de vue, quand on faisait cet exercice-là, c'était d'entendre leurs propositions puis de travailler avec eux à ce niveau-là. Tout comme vous souhaitez Kaplan, Venture est fortement agricole, puis j'aimerais pas qu'on me prétende des mauvaises intentions quand je parle négativement de l'UPA. C'est plutôt l'attitude lors de cette rencontre-là, je vous dirais plus, parce que chez nous, l'activité agricole est très importante. On travaille au quotidien avec ces propriétaires-là, puis ces entreprises-là, puis c'est super important pour nous autres. Puis je pense que le message a été mal reçu lors de cette rencontre-là, comme quoi c'est essentiel sur notre territoire de travailler avec eux. Donc, on était plus sur un niveau de compétition malsaine, je vous dirais, cette journée-là. Puis c'est ce que j'ai pas apprécié du tout. On est là pour travailler ensemble. On cherche à trouver l'opportunité de nos terres agricoles aussi, maximiser l'utilisation de nos terres agricoles. Puis après ça, là, on cherche la zone de compromis pour pouvoir faire un développement résidentiel aussi. Parce que à la base, c'est ça aussi. Donc, augmenter nos possibilités de construction résidentielle. Puis on peut aller sur le commercial aussi à faire. Dans ce secteur-là, ça va dépendre un peu le type d'industrie qui pourrait s'implanter aussi. Ça peut être des petits producteurs maraîchers. Il y a toutes sortes de possibilités. Fait que ça n'a même pas pu être traité. On a plus regardé du oui, du non. Ça touche à l'agriculture. Tout en exclut. C'est un peu plus l'attitude, moi, je dirais, lors de cette rencontre-là, que toute la possibilité de travail qu'on a à faire avec eux autres, qu'on n'a pas pu exploiter encore. Et on parlait du PDZA, c'est une chose, mais tout le potentiel des terres agricoles, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on a à travailler. Puis il faut travailler correctement avec eux autres. Mon jugement est peut-être trop sévère, dites-moi si je me trompe, je n'y vous pas. Cette journée-là, moi, là, le résumé que je fais de ça, que je retiens, ça a été beaucoup plus de la confrontation que de la négociation. Oui. Malheureusement. De la confrontation, tu ne vas pas nulle part avec ça. Moi, je suis plus fin que toi, regarde, écoute un peu. C'est le problème, il est là. Puis ce qui est malheureux, c'est des gens qu'on connaît, puis c'est des gens qu'on côtoie tous les jours. Mais ce que j'aimerais, si vous me permettez, il ne faudrait pas qu'eux partent avec la prétention que nous, on travaille contre eux autres, contre les producteurs agricoles. C'est pas le cas. Ça, c'est un peu dangereux de la manière dont c'est sorti. Non, mais en fait, quand là, je vous l'ai dit tantôt, sur le CCA, il y a des agriculteurs qui sont d'accord avec les discussions qui sont là. Puis l'UPA, n'en tient pas compte. Bon. Parfait, merci. Non, l'agriculture en protège tout un peu. Là. Ensuite, il y avait les hydrocarbures. Oui, mais c'est ça, c'était pour les hydrocarbures. On a eu une rencontre à Gaspé avec le ministre Moreau qui nous a parlé du projet des hydrocarbures. Moi, ça m'a questionné lors de la rencontre. On parlait beaucoup d'acceptabilité sociale, puis là, je ne veux pas aller non plus dans un extrême comme il l'avait présenté, dire on est pour ou qu'on est contre les projets des hydrocarbures, mais plus le questionnement. Pour moi, c'est relatif à la protection de l'eau potable. Surtout quand il disait au niveau de l'exploitation qu'il y avait la possibilité d'exproprier un propriétaire pour faire son exploitation. Là, à ce moment-là, s'il y avait une protection pour l'eau potable, ça me questionnait un peu. Puis, il y avait aussi la fracturation hydraulique, mais c'était plus technique. C'est certain qu'à la rencontre, on parlait de retirer un article de loi. Par contre, ce point-là, le ministre avait quand même un point fort en disant si on le retire, ça fait comme un vide juridique, puis où ça redonne un pouvoir aux municipalités qui va donner à peu près comme un resté-gauche, où est-ce que la municipalité va être au bâton avec le projet de loi.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que la MRC, on prenne le temps de le regarder encore de façon commune, ce dossier-là. Puis, pas nécessairement aujourd'hui d'arriver à dire je prends position parce que chacun a ses préoccupations, chacun de leur territoire. Mais moi, c'est en regard avec l'eau potable parce que c'est sûr que des fois, ça peut même être complexe d'exproprier pour de l'eau potable quand on veut faire de la recherche en eau, mais quand on va arriver pour ça, ça semble maintenant plus facile dans le projet de loi. C'est dans cette optique-là que j'aimerais ça qu'au niveau de la MRC, qu'on prenne le temps de regarder le dossier ensemble. Oui. Oui, concernant justement l'acceptabilité de ces projets-là au niveau des hydrocarbures, on comprend, oui, il faut protéger les nappes phréatiques, puis tous les cours d'eau, etc. Mais je pense que c'est tellement un gros dossier et il faut absolument que les maires, dont la MRC, prennent position par rapport à cette acceptabilité-là. Parce que souvent on dit, bon, c'est l'acceptabilité par rapport aux citoyens, oui, je suis d'accord, il faut en tenir compte, mais tant que les maires n'auront pas pris une décision et de dire que voici ce qu'on veut faire, puis de bien informer les gens, comme je le mentionnais tantôt, ça sème des inquiétudes par rapport aux gens, puis je pense que ça passe par des décisions au niveau des mairies et de la MRC pour justement que les gens comprennent c'est quoi les dangers, mais aussi que pas laisser la place non plus les environnementalistes, exactement, qui, oui, ils veulent protéger, mais des fois, c'est seulement un petit groupe de 10-20 personnes qui viennent décider pour l'acceptabilité de projet. Donc, je pense que la première chose, c'est de s'asseoir puis d'en discuter. Probablement, moi, je propose là, justement de faire une journée, 2 jours, peut-être même 3 jours, pour qu'on puisse vider la question, pour qu'on prenne une décision à ce niveau-là, pour améliorer la question d'acceptabilité. Il y a des choses que vous mettez sur la table. À la réunion du mois de janvier, quand vous allez vous réunir, à ce moment-là, vous pourrez passer. À ce temps-ci, je pense des réunions, les membres ne sont pas trop forts là-dessus. Oui, mais... Non, je comprends, mais au moins, vous pourrez. Je pense que c'est une bonne chose. Là. Vous engagez vraiment d'une façon sérieuse, à sa place. C'est des discussions. Est-ce qu'il y a... Bon. Est-ce que ça va pour ça, les 2 items? Avant d'aller plus loin, au niveau du public, période de questions. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Monsieur Bourdage? Je vais essayer d'être bref. Donc, ça me surprendrait tout ça. Je te connais. Je suis un peu déçu à soir qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde que ça pour ta dernière, Jean-Guy, en tant que préfet. Les gens qui sont autour de la table, je pense qu'ils n'étaient pas là à tes débuts. Et c'est tous les conseillers et maires qui ont passé à côté de toi pourraient remplir la salle à soir pour te dire merci. Moi, je vais te dire merci d'une façon différente sur des dossiers qui n'ont pas été faciles pour toi. La fermeture de la console à New Richmond, ça n'a pas été facile pour toi. La sélection du site du centre de tri, ça n'a pas été facile pour toi. Je pourrais t'en énumérer une dizaine que tu as réussi à maintenir l'harmonie. Et ça, c'est rare de maintenir l'harmonie dans un groupe décisionnel que parfois les gens tirent la couverte pour leur clocher d'église. Ça, c'est là-dessus que je voulais te féliciter. Puis pour t'avoir accompagné pendant 20 ans de temps à différents congrès, te voir aller à défendre les points de la réforme Ryan, le transfert de la Sûreté du Québec. Ça n'a pas été facile, ça, pour les municipalités. Je voulais te remercier là-dessus de maintenir ton bout, d'avoir créé des emplois que tu ne souviens même pas que tu as créés dans le domaine de la foresterie, d'avoir été chercher les péréquations qui n'étaient pas faciles à aller chercher, que tu as défendu pour t'avoir vu une fois avec Bertrand Berger. Je pense qu'il y avait Pigeon à Gaspé qui était là, Claude Cyr, qu'il a mis le point sur la table, puis si tu n'aurais pas été là, on n'aurait pas eu cette péréquation pour la foresterie. Je pourrais t'en énumérer pendant 1 heure de temps. Je voulais tout simplement te dire merci et ton équipe, Anne-Marie puis Gaétan, que j'ai travaillé plusieurs fois avec Gaétan, que si on n'aurait pas Gaétan dans la MRC, il y a beaucoup de dossiers que peut-être Jean-Guy n'aurait pas pu défendre parce que Gaétan, je pense, c'est un de tes bras, autant comme Anne-Marie qui est un de tes bras aussi, qui sont là depuis le début, je pense. Merci. Je te souhaite une bonne retraite.
Puis je pourrais t'en lister. Je viens de faire un constat. Que j'ai trouvé très intéressant. Tu as toujours maintenu ton droit de parole et ton effort pour que ça demeure en région. Puis ça n'a pas été facile. Tu sais, exemple, le centre de vie Grandière. Ouf, que de discussions houleuses. Merci. Il y a un item dont on discute souvent ensemble parce que tu étais un ingénieur qui travaillait pour des compagnies. Il n'y a pas de compagnie qui a réussi à me donner un emploi. Ça, c'est vrai. Et Dieu sait qu'avec tout ce qui m'est arrivé, je n'en ai eu besoin. Je n'irai pas plus loin. Vous savez quoi ce que je veux dire. On a vécu une, toi et deux, au sujet des enveloppes brunes. On les a refusées toutes les deux. On a maintenu notre position. Le contracteur l'a arraché. Merci, Gaston. Écoutez, j'ai fait. Il y a une période de questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui. En petite, Jean-Guy, quand tu parlais du dossier agricole, tu disais UPA. Voudrais-tu une différence UPA régional ou UPA provincial? À l'heure actuelle, ce qui me dérange, c'est l'UPA régional. Parce que, tu sais, c'est pas pareil. Les gens, des fois, ne peuvent pas faire la différence, mais tu as les syndicats locaux, tu as la fédération régionale, tu as la confédération provinciale, mais c'est trois structures indépendantes. Monsieur Gagné, je me retiens pour ne pas nommer des noms. Tu verrais que c'est régional. Même local. Même municipalisé pas loin. Non, c'est ça, c'est différent. D'autres questions? Moi, c'est une question. Tantôt, Gaétan parlait au point de vue des zones agricoles et autres. Il n'y avait pas eu un règlement qui disait que tous les terres entre la baie des Chaleurs et la 132 étaient dézonées agricoles. Ça n'avait pas été discuté à un moment donné? C'est pas des comptes de vente. Non, je ne sais pas. Je me semble que j'avais cru entendre ça à un moment donné dans le temps. Là. Non, il y a des municipalités, c'est même, je chemin de fer, c'est pas mais c'est quasiment la seule. C'est la seule municipalité qui est On est la seule municipalité qui est pas zone. Faut que ça rapporte. Oui, M. Gagné. Non, Caplin, il y en a du côté sud de la 132, des terres en zone agricole. Dans le coin du chemin des Lilas, dans ce coin-là, -là, c'est tout zoné, ça. En passant, M. Gagné était un maire qui a siégé avec moi. Ah, je n'en ai pas beaucoup, mais tu en as eu un. On n'a pas en quantité, mais disons qu'on a en qualité. Bon. Si la... ouais. Hein? Ben, dans 40 ans, il y a une couple qui est morte. Il n'y a rien de question. Moi, simplement, au niveau de l'information pour la MRC, c'est qu'en plus que du préfet, de la préfecture et du conseil administratif, il y a 17 comités à la MRC qui est formé, où il y a des gens qui siègent là-dessus. Alors, les maires en ont reçu une copie ce soir et encore une fois, j'ai l'impression que ça va faire partie de la journée là, quand ils vont se réunir, ni plus ni moins, pour prendre position là-dessus puis voir qui va où. Déjà, il y a des gens qui sont en place. Là, ben, vous décidez à ce moment-là s'ils demeurent en place ou que vous voulez en mettre d'autres à leur place ou bien simplement rajouter les trous béants qui ont été faits suite au départ de certains maires qui siégeaient sur des comités. Voilà. On est rendu à l'item 19 des élections. Alors, il y en a qui vont arriver, puis il y en a qui vont partir, et je fais partie de cette gang-là. Alors, moi, je voulais vous dire que ça m'a fait plaisir d'être préfet de la MRC Bonaventure durant 37 ans. Je suis le seul préfet qui a été préfet de la MRC Bonaventure. J'étais même là dans des anciens conseils de comté, le territoire était de Port-de-Néalès à Saint-Marie-de-Matteau. J'ai eu le support de toutes les maires, honnêtement, qui ont travaillé avec moi. Et sans la collaboration de ces maires-là, il y a longtemps, j'aurais foutu le camp. Parce que, comme M. Bourdin disait tantôt, l'importance autour d'une table de MRC, c'est d'essayer de garder l'harmonie. Et au niveau d'une MRC, l'important, c'est d'essayer de ne pas avoir d'esprit de clocher et puis travailler ensemble. On parlait tantôt des dossiers. Là. Moi, je me rappelle le fameux dossier
l'usine de récupération à Grande-Rivière, pour que même, il y avait une laiterie à Carleton, ben, la formée par rapport à ça. Molson ne pouvait plus vendre de bière du bout d'en bas, c'était l'enfer. Alors, il ne faudrait pas que ça revienne sur le niveau régional. Au niveau de la table de la MRC, c'est simplement mon commentaire personnel. Moi, j'ai toujours traité les maires d'une façon égale. Un maire, c'est un maire. Qu'il soit un maire qui... Il n'y a pas de maire plus important que les autres autour de la table. Il y a des municipalités plus importantes que les autres. Mais pas un maire. Un maire, c'est un maire. Il a été élu par sa communauté qui sait 400 ou 3 000 ou 10 000 ou 20 000. Les gens ont décidé que ce serait lui qui serait le mieux placé pour les représenter. Un chauffeur de camion, c'est un chauffeur de camion. Il ne changera pas de nom. Il est chauffeur de camion qui chauffe à 4 tonnes, à 10 tonnes ou à 15 tonnes. Là. Il est toujours chauffeur de camion. Et c'est ça, c'est important, il faut garder. On n'a jamais eu ce problème-là autour de la table ici. Il n'y a jamais de municipalité, même s'il était un petit peu plus que les autres, qui ont voulu se prendre pour d'autres. Moi, je vous dis bien honnêtement, j'ai pas vu ça. Quand même, regarde, il y a eu des petits accrochages, mais j'en ai eu avec des types aussi. Je veux dire, c'est pas, ça fait partie de la game. Je voudrais aussi remercier d'une façon officielle, parce que pour moi, le monde est hâte que le mandat, il finisse plus de me fêter. Là. Ça fait un mois et demi. On est fatigué. Ça fait, ouais. Je te dirais pas moi aussi. Ça fait... Non, mais ça fait plusieurs rencontres que j'ai, là, même à Québec, etc. Ça fait toujours plaisir. Mais les employés, d'une façon officielle ce soir, ça a été des partenaires. Moi, mes employés, j'ai toujours appelé ça des partenaires, autant à la municipalité qu'à la MRC. C'est des gens avec qui tu travailles. C'est des gens qu'il faut qu'ils comprennent les besoins que tu as, puis qu'ils essayent autant que faire se peut, te donner les outils pour faire le travail comme préfet. Moi, je suis convaincu, connaissant les employés, là, que ça va continuer, ça va continuer cette effort. Alors moi, je voudrais vous remercier là, officiellement ce soir. Merci beaucoup. Excusez. OK. Bon. Maintenant, on va procéder aux élections. La première résolution, ça prendra un proposeur pour me nommer président de l'élection. M. Denis Gauthier. Et maintenant, ça prendrait une autre proposition pour nommer 2 scrutateurs. Ça va être M. Gaétan Belair et Mme Chouinard. M. Jonathan Grenier. Je vais vous expliquer le déroulement de l'élection. On va commencer avec l'élection du préfet. Le candidat ou la candidate doit être proposé par un maire. Le vote, c'est un vote secret. Pour être élu, le candidat ou la candidate doit obtenir 10 votes. Ça constitue la majorité absolue des voix des membres, parce que les voix des membres, c'est 19 votes, alors ça prend 10 votes. Le dévoilement du résultat va être fait sans mentionner le nombre de voix. Je vais seulement déclarer la personne qui est élue. Alors, à ce moment-ci, je déclare les nominations ouvertes et j'attends les propositions. Tu as dire le nombre de votes que je fais. Oui. Pour le public. Pour le public, je peux vous dire, il y a 19 votes, il y a 13 maires. C'est que les maires de New Richmond et de Passepédiac ont chacun 3 votes. La mairesse de Caplan et le maire de Bonaventure ont 2 votes et les autres maires ont 1 vote. C'est ça. Alors, j'attends les propositions pour l'élection au niveau de la préfecture. Je propose Éric Dubé. M. Ezen Whitton propose M. Éric Dubé. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Il n'y a pas d'autres propositions? Pour M. Éric Dubé? Non. Pardon. Non. Alors, il n'y a aucune autre proposition? Je déclare les nominations closes pour l'élection du préfet et M. Éric Dubé est nommé préfet par acclamation. Est-ce que vous avez
Ben, oui, merci. Je tiens à remercier l'ensemble des maires de la confiance que vous m'accordez. Et je vais m'efforcer dans la même veine que M. Poirier a fait dans les 37 dernières années, au niveau que ce soit la cohésion ou le travail, de travailler tous ensemble au développement de notre région. Je pense que, aujourd'hui, un peu comme M. Poirier disait tantôt, les défis sont grands. Les régions sont en compétition beaucoup plus une envers l'autre que les municipalités dans une même MRC. Parce qu'on a besoin tous, parce que les problèmes, que ce soit au niveau des grands enjeux qu'on a, qui touchent l'ensemble probablement des régions, au niveau de la démographie, du développement de notre territoire, de tout ce qu'on a parlé tantôt, mais je pense que ça va faire partie des objectifs qu'on devra s'attaquer très rapidement ensemble avec les nouveaux élus, puis les anciens que j'ai eu la chance de travailler, de côtoyer dans les 4 dernières années. Fait que merci encore de votre confiance, puis je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Puis j'en profiterai pour remercier M. Poirier, qui m'a accueilli il y a 4 ans comme nouvel élu. Puis que, j'ai appris à le côtoyer, même si on s'avait déjà côtoyé, même dans une autre vie, parce que j'ai été... C'était pas chez Amical. Ouais, c'était... Parce que t'étais à l'UPA, hein? J'étais à l'UPA. Ouais, fait que, sauf qu'il me dit, s'il me fait enrager, les gens de l'UPA disent à cette heure que je suis passé du côté obscur de la chose, puis Jean-Guy dit que je suis comme, je me suis ouvert les yeux. Fait que, merci encore. Bon, maintenant, on continue. C'est plus fini. Et à l'élection du préfet suppléant, c'est la même chose que pour le préfet. Le candidat doit être proposé par un maire. C'est un vote secret s'il y a plusieurs candidats. Pour être élu, le candidat doit obtenir le plus grand nombre de votes. Les dévoiements du résultat sont mentionnés le nombre de voix. Non. Bon, les nominations sont ouvertes pour le poste de préfet suppléant. Monsieur Marie-Louis Bourdage propose M. Rocaudel. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je propose M. Régent Bastien. M. Genal Grenier. Propose M. Régent Bastien. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Bon, je déclare les nominations closes et on va passer au vote pour le préfet suppléant. Donc, je déclare élu M. Rocaudel, préfet suppléant. C'est juste le préfet qui avait cet honneur-là. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de me faire confiance pour pouvoir appuyer notre nouveau préfet. Merci surtout d'être sur l'exécutif. Pour moi, c'était un endroit où je souhaitais être pour pouvoir faire profiter la MRC de toute l'énergie que je peux mettre dans les différents dossiers qu'on aura à travailler pour le futur, puis pour faire avancer toujours. Je suis toujours impliqué pour pouvoir faire avancer la Gaspésie, faire avancer notre région, faire avancer notre MRC, puis ma communauté aussi. Mais je dirais que ça, c'est essentiel pour les prochaines années. On a des gros défis à rencontrer. Puis ça va passer par le développement et le développement de notre MRC. Merci beaucoup. Bon, maintenant, c'est l'élection pour 3 membres du comité administratif. Peut-être, je voudrais vous mentionner que Mme Castillou était membre du comité administratif. Si tu veux dire quelques mots. Non. Merci. OK. Bon, l'élection du comité administratif, il faut élire 3 membres, 3 personnes. Les candidats doivent être proposés par un maire. S'il y a plus de 3 candidats qui sont mis en nomination, il y a un scrutin secret. Et les 3 candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes sont élus.
le dévoilement du résultat sans mentionner le nombre de voix. Alors, les nominations sont ouvertes pour 3 postes aux membres du comité administratif. J'attends les propositions. Bonjour, Mme Linda McWhorter. M. Roque-Audette propose Mme McWhorter. Est-ce que vous acceptez cette mise en nomination? Oui, OK. On peut demander. Qu'est-ce que je vais faire? Il va se faire. Parler du salaire plus tard. Pardon. Oui, oui. D'autres propositions? Gérard Parlé. Madame Lise Castillo propose Monsieur Gérard Parlé. Est-ce que vous acceptez cette mise en nomination, Monsieur Parlé? Propose M. Régent Bastien. Monsieur Jonathan Grenier propose Monsieur Régent Bastien. Est-ce qu'il y a d'autres nominations? C'est le même. J'attends d'autres nominations? Non. Bon, les nominations sont fermées. Alors, je déclare Mme Linda McWhorter, M. Gérard Parlé et M. Régent Bastien membres du comité administratif. Bon, maintenant, je vais assermenter le préfet et le préfet suppléant. On commence par le préfet. La sermentation du préfet MRC de Bonaventure, je, Éric Dubé, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet de la MRC de Bonaventure avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Tu t'en fais pas le dos? C'est plein de paroles. Ah oui, C'est un moment historique. Jean-Guy, tu peux te T'ont-tu posé? Ça, c'est l'histoire. Oui, c'est l'histoire. Oui. Je, Roque-Audette, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet suppléant de la MRC de Bonaventure avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et déontologie des élus municipaux, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. J'ai eu l'occasion de travailler, les journalistes. Souvent, les journalistes, on a des mauvais commentaires par d'autres, ils ne disent pas la vérité, ils sortent juste la mauvaise nouvelle. Moi, je devrais dire que dans 40 ans, je n'ai jamais été mal cité. Les gens me posaient des questions, puis je leur répondais ce que je voulais bien y répondre. C'est comme ça que ça devrait se passer. Mais là, moi, je vous remercie, là, pour ceux qui sont ici. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous autres. Je pense que ça se faisait pas mal friendly. Là. Je peux le dire, on n'a jamais eu de grosses altercations. Merci beaucoup. Et félicitations pour le travail que vous faites. C'est pas tout le temps facile. Des fois, les journalistes, il y a des gens qui veulent vous voir pour la bonne nouvelle. S'il y a de mauvaises nouvelles, là, ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas avoir de nouvelles. Mais ça fait partie du travail journalistique. Merci beaucoup, puis bonne soirée à tout le monde, puis bonne fin. Levez l'Assemblée.